Chaque matin, je me réveillais convaincu que ce serait le dernier. Et pourtant, quelque chose en moi refusait de sombrer. Louis Zamperini. Nous sommes en 1943. Depuis 37 jours, Louis dérive sur le Pacifique. Son radeau, une toile jaunâtre affaissée, ne ressemble plus qu'à un morceau de tissu épuisé qui refuse obstinément de couler. La chaleur écrase tout. Le soleil lui a brûlé la peau au point qu'elle semble prête à se détacher. Le sel a ouvert ses lèvres. Ses yeux piquent, secs, rougis. Sous le radeau, des ombres grises tournent lentement. Des requins. Ils glissent sous la surface avec une précision inquiétante, comme s'ils connaissaient déjà la fin de l'histoire. Ils ne se précipitent pas. Ils attendent. Et dans cette attente, il y a quelque chose de presque cruel. Autour, il n'y a rien. Pas une voile. Pas une trace de vie humaine. Rien qu'un désert d'eau immense, lisse, indifférent. Le Pacifique semble respirer tout seul, sans lui, sans personne, sans témoin. Louis soulève la tête. Sa vision tremble. L'horizon danse comme un mirage brûlant. Mais il fixe quand même cette ligne bleue lointaine, parce que c'est la seule chose encore stable dans ce monde qui se défait. Comment un coureur olympique, un jeune homme promis à la vitesse, à la gloire, a-t-il pu finir seul sur un radeau troué perdu au milieu du plus grand océan de la planète? Comment est-il passé du bruit des stades aux murmures inquiétants des profondeurs? Et surtout, comment va-t-il encore survivre à ce qui l'attend? Si tu crois que le pire est passé, tu te trompes. L'océan n'a pas encore joué toutes ses cartes. Il reste les tempêtes, la faim, la soif, les nuits où le ciel semble vouloir s'effondrer. Et ce qui approche maintenant, quelque part au-dessus de lui. Avant de continuer, une petite faveur. Like et abonne-toi. Sinon, je t'envoie partager le radeau avec Louis. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'être coincé ici avec les voisins qui tournent sous ses pieds. Je plaisante. Ou peut-être pas. Maintenant, ferme les yeux. Ressens le roulis imaginaire des vagues sous tes pieds. Le goût amer du sel sur ta langue. Le bruit sourd des requins qui tournent encore, inlassablement. Respire lentement, car voici l'histoire vraie de survie de Louis Zamperini. Le silence s'étire quelques secondes, puis quelque chose trouble soudain la lumière au-dessus du radeau. Une ombre glisse dans le ciel. Louis plisse les yeux, hésite, tente de distinguer la forme. Un avion approche, mais il ne vient pas pour l'aider. La persévérance n'est pas une qualité. C'est un choix que l'on recommence chaque jour, même quand le monde devient trop lourd. Avant le Pacifique, avant le radeau et les requins, il y avait un enfant que personne n'arrivait à canaliser. Louis Zamperini courait partout, fuyait l'école, défiait les adultes et ne tenait jamais en place. On disait qu'il finirait mal. Son frère, lui, voyait autre chose. Il voyait une vitesse brute, une énergie qui ne demandait qu'un terrain pour s'exprimer. Un jour, il lui met des chaussures de course. Et sur la piste, tout change. Louis ne fuit plus les ennuis. Il les dépasse. Sa foulée allonge sa vie. Son souffle devient discipline. Et son chaos devient force. Très vite, il court plus vite que les autres. Puis plus vite que les meilleurs. Puis plus vite que tout ce qu'on croyait possible pour un gamin de Torrance. En 1936, il est envoyé aux Jeux de Berlin.
19 ans, un sourire insolent et des jambes construites pour voler. Dans un stade immense rempli de drapeaux et de regards, il court pour son pays, mais surtout pour cette promesse qui s'était faite enfant. Prouver qu'il peut devenir quelqu'un. Il termine la course avec un sprint final si rapide que la foule se lève. Il ne gagne pas l'or, mais il gagne autre chose, une place dans l'histoire. Puis, la guerre arrive. Les pistes d'athlétisme se vident. Les avions prennent la place des chronomètres. Louis s'engage. Il devient bombardier sur un B-24, un avion puissant mais capricieux, connu pour ses faiblesses mécaniques. On l'appelle la brique volante. Il grince, vibre, tremble parfois comme une bête nerveuse, mais c'est son quotidien. L'équipage vit sous la tension constante. Mission longue, moteur capricieux, nuit sans sommeil. Louis garde pourtant ce même calme étrange, ce mélange de courage et d'obstination qui avait fait de lui un athlète redouté. Il raconte Berlin, les stades, la vitesse. Il donne du courage comme il donnait des foulées, sans compter. Puis arrive le jour fatal. Une mission de sauvetage, un équipage disparu, un besoin urgent de décoller. On leur assigne un autre B-24, un appareil de réserve, rafistolé, instable. Personne n'en veut vraiment. Son nom, le Green Hornet. Louis le regarde comme on regarde une mauvaise nouvelle qu'on ne peut pas refuser. Il monte à bord. Le métal est froid. Les vibrations commencent dès le roulage. Le décollage secoue toute la structure. L'air semble lourd, comme chargé d'un avertissement silencieux. Louis se cintre à son poste, le regard fixé devant lui. Il connaît cette sensation, le moment précis où quelque chose va basculer. Le Green Hornet s'élève, grimpe dans le ciel, gémit sous son propre poids, et soudain, un bruit sec déchire la carlingue, un son clair, brutal, le genre de son qui annonce que quelque chose vient de rendre l'âme. Le Green Hornet décolle dans un grondement irrégulier. Dès les premières secondes, quelque chose sonne faux. L'avion tremble trop. Les vibrations se répercutent dans la carlingue, comme si chaque rivet protestait. Le décollage est lourd, poussif, presque hésitant, et l'altitude peine à monter. À bord, personne ne parle. Ils s'observent du coin de l'œil. Chacun sent que quelque chose ne va pas. Quelques minutes plus tard, l'appareil donne un premier signe de faiblesse. Un moteur tousse, gronde, puis s'étouffe. Le bruit se coupe net. C'est comme si un membre entier de l'avion venait de mourir. Le reste du fuselage se met à vibrer de manière plus violente encore. Louis serre les dents. Une pensée traverse son esprit. C'est donc comme ça que ça bascule, d'un seul coup, dans un simple bruit que personne n'oublie. Puis, un second moteur cale. Un souffle d'effroi traverse l'équipage. Le bombardier commence à perdre de l'altitude. Lentement d'abord, puis plus vite. Les instruments se mettent à hurler. Les aiguilles tremblent. Les signaux lumineux clignotent comme des avertissements désespérés. La mer approche. Elle monte. Ou plutôt, c'est l'avion qui tombe. Le pilote tente de stabiliser. Les hommes s'accrochent. Le vacarme devient assourdissant. Le vent s'engouffre. Le métal gémit. Louis ferme les yeux une seconde, comme pour retenir son souffle avant l'inévitable. Le choc arrive, brutal, terrible. Le bombardier frappe la surface, se disloque, se tord comme un jouet brisé par un géant invisible. L'eau glacée envahit tout. La lumière disparaît.
Il n'y a plus que le chaos, l'obscurité et le bruit assourdissant de la mer qui avale le métal. Louis émerge enfin à la surface, suffocant. Il crache de l'eau, cherche l'air, cherche ses camarades, cherche la vie. Autour de lui, des morceaux de l'appareil flottent comme les restes d'un rêve fracassé. Les vagues le ballottent, le tirent, le poussent. Il secoue la tête, appelle, écoute, recommence. Il aperçoit une silhouette, puis une autre. Phil, Mac, vivant. Il nage tant bien que mal vers un radeau de sauvetage déployé par miracle. Un morceau de toile jaune dans l'immensité bleue. Tremblant, blessé, choqué, ils s'y hissent avec la force qui leur reste. Ils ne le savent pas encore, mais ce radeau sera leur monde pour les semaines à venir. La nuit tombe, le silence s'installe, et dans l'obscurité, juste sous la surface, des formes commencent à tourner. Les requins sont déjà là. Le radeau est minuscule. Une simple toile jaune tendue sur des boudins fatigués, instable au moindre mouvement, brûlant au soleil, glacé la nuit. Rien pour protéger, rien pour abriter. Juste un cercle fragile posé sur l'immensité du Pacifique. Louis, Phil et Mac s'y tiennent serrés. Le soleil tape dès la première heure, transforme le nylon en plaques brûlantes et leur peau en braise. La moindre goutte de sueur devient sel. La moindre vague laisse une croûte blanche sur leurs bras. Ils rationnent tout. Quelques biscuits détrempés, un peu d'eau distillée, une gorgée chacun quand la chaleur menace de les renverser. Louis murmure un jour, « L'océan nous force à redevenir petits. Il nous rappelle que nous n'avons jamais commandé à rien. » Et ce constat s'impose à eux dès les premières journées de dérive. Le soleil brûle, le sel arrache la peau, la faim creuse comme un outil obstiné. La nuit venue, le froid les saisit. Ils se serrent pour ne pas perdre trop de chaleur, mais la toile du radeau n'isole rien. Le vent coupe leur souffle comme une lame invisible. Dans ce décor déjà terrible, Mac commence à dériver mentalement. Son regard s'éteint un peu chaque jour. Il parle moins, respire plus vite, fixe l'horizon, comme s'il y voyait quelque chose que les autres ne voient pas. Une tension silencieuse s'installe. Ils savent tous que la faiblesse d'un seul peut mettre les autres en danger. La faim devient leur ennemi le plus sournois. Elle ronge, elle obsède, elle occupe la moindre seconde où la mer ne bouge pas. Ils savent qu'ils ne pourront pas survivre longtemps sans trouver de quoi manger. Puis, un matin, juste avant l'aube, un bruit sec déchire le silence. Un claquement violent contre la toile, un autre. Et dans la pénombre bleutée, des silhouettes surgissent soudain et bondissent directement sur le radeau. Le bruit de l'aube provient de poissons volants qui, affolés, jaillissent hors de l'eau. Certains retombent directement sur le radeau, glissant sur la toile jaune avant de repartir dans les vagues. Pour Louis, c'est un signe. S'ils viennent d'eux-mêmes, ils peuvent en attirer d'autres. Il frappe la surface avec la paume de sa main. Le son se propage sous eux. Des ombres approchent. Une dorade surgit soudain, brillante et rapide. Louis tend le bras, la saisit au vol, la maintient malgré les secousses. Il murmure. Chaque repas ici est volé à la mort. Ils improvisent un couteau avec un morceau de métal. La découpe est brute, la chair crue, le goût violent. Mais chaque bouchée leur rend un peu de force. Ils mangent lentement,
comme pour prolonger l'illusion que la nourriture ne disparaîtra pas trop vite. Les jours suivants, une routine naît. Louis frappe l'eau pour attirer les poissons. Phil observe les bancs qui tournent sous le radeau et note les passages réguliers. Ils partagent chaque prise avec rigueur pour tenir le plus longtemps possible. La faim recule légèrement, mais ne disparaît jamais. Elle reste tapie au fond du ventre, prête à revenir dès que la mer se tait. La chaleur devient suffocante et leurs pensées se brouillent parfois. Un reflet ressemble à un visage. Une vague sonne comme une voix. Mac s'affaiblit de jour en jour. Ses mains tremblent, ses yeux se perdent et ses réponses deviennent lentes. Louis et Phil l'observent sans un mot, conscients qu'un esprit qui vacille peut tout faire basculer dans un espace aussi petit. Pendant un temps, l'océan semble accepter de les nourrir, mais il ne donne jamais sans reprendre. Un matin, dans la lumière encore froide, une masse sombre passe sous le radeau, trop large pour un poisson. Une présence immense rôde juste en dessous. Au fil des jours, les requins deviennent de plus en plus nombreux autour du radeau. Ils tournent sans relâche, comme une ronde silencieuse. Par moments, l'un d'eux heurte la toile d'un coup sourd, assez fort pour faire vibrer tout le radeau. Louis et Phil gardent leurs jambes hors de l'eau autant que possible. Ils savent que la moindre imprudence peut attirer l'attention d'une mâchoire qui n'attend que cela. Les attaques ne sont pas constantes, mais imprévisibles. Parfois, un requin remonte à moitié hors de l'eau, comme pour examiner le radeau. Sa tête sombre fend la surface. Ses yeux semblent fixer quelque chose. La toile se tend, le bois craque, et les deux hommes retiennent leur souffle en silence. Un autre jour, plusieurs silhouettes frappent le radeau en rafale. Les secousses sont si fortes que tout leur fragile équilibre menace de basculer. Louis garde près de lui un simple morceau de rameau. Ce n'est pas une arme, juste un bâton dérisoire qu'il utilise pour repousser les ombres quand elles s'approchent trop près. Parfois, il tape la surface pour les faire reculer. Parfois, il frappe le vide pour leur rappeler qu'ils ne sont pas encore morts. Au milieu de ce ballet oppressant, Louis répète une idée pour ne pas sombrer. La peur n'est pas un ennemi, c'est une compagne. Elle nous prévient de ne pas fermer les yeux trop longtemps. C'est une pensée simple, mais elle lui ouvre un passage mental dans un endroit où tout semble vouloir se refermer. Mac, lui, ne trouve plus ce passage. Son corps s'affaiblit un peu plus chaque jour. Il respire vite, se recroqueville, s'éteint peu à peu. La faim, la chaleur, la soif, le choc du crash, les nuits glacées, tout se mélange dans un même poison lent. Au petit matin, alors que le soleil perce à peine la brume, Mac cesse de respirer. C'est silencieux, presque doux. Louis et Phil baissent la tête. Ils parlent peu. Ils sont trop faibles pour pleurer. Ils enveloppent Mac avec le peu qu'ils ont et le confient à la mer avec une pudeur absolue. Pas de détails, juste un geste simple pour rendre hommage à un homme qui a lutté jusqu'à son dernier souffle. Ils ne sont plus que deux, et l'océan, comme s'il avait senti cette fragilité nouvelle, prépare déjà un autre danger. Un peu plus tard, alors que l'après-midi tombe, un bruit retentit au-dessus d'eux, un bourdonnement métallique, lointain, étrange. Louis lève la tête. Ce son vient du ciel, mais il ne ressemble pas à un salut. Le bruit se rapproche, et bientôt une silhouette apparaît dans le ciel. C'est un avion. Louis sent son cœur bondir.
Phil aussi redresse la tête, incapable de contenir l'espoir qui traverse son regard. Enfin quelque chose venu d'ailleurs, quelque chose de vivant, quelque chose d'humain. Louis attrape le petit miroir de détresse qu'il garde près de lui. Il l'incline vers le soleil et fait briller la lumière en direction de l'appareil. Une fois, puis une autre. Il insiste. Son bras tremble, mais il continue. S'ils peuvent être vus, ils peuvent être sauvés. L'avion tourne au-dessus d'eux. Il ralentit légèrement, décrit un cercle, revient. Les deux hommes se redressent autant que possible. Le radeau chancelle. Leurs mains se crispent. Ils y croient. Ils doivent y croire. Puis, sans avertissement, le ciel bascule. L'avion pique légèrement et un bruit sec éclate. L'air se fond. L'eau explose autour du radeau en geysers violents. La surface éclate en dizaines de points blancs. Pas de sang, pas de détails, juste une pluie de métal qui frappe la mer comme une grêle terrifiante. L'avion ennemi a commencé à attaquer. Louis et Phil se jettent sur le côté. Le radeau manque de se renverser. Ils plongent à moitié, reviennent, se protègent avec leurs bras. Le vacarme est assourdissant. La mer semble frapper en retour. Les impacts se rapprochent, puis s'éloignent, puis reviennent encore. Ils ne savent plus où regarder. Juste survivre à ces secondes interminables. Puis, aussi soudainement que cela a commencé, le ciel se tait. L'avion s'éloigne. Le bruit disparaît. Il ne reste que le clapotis de la mer et le souffle court des deux hommes, trempés, secoués, presque incrédules d'être encore vivants. Louis reprend son souffle. Phil tremble encore. Ils ne disent rien. Ils n'en ont pas la force. Ce qui devait être un salut s'est transformé en menace venue du ciel. Et comme si l'océan avait décidé de les tester encore, un autre ennemi approche, plus sournois que les requins, plus tenace que les tempêtes, la faim amère, celle qui détruit l'esprit avant le corps. Les jours commencent à perdre leur forme. Ils se ressemblent tous, ils se confondent. La lumière, l'eau, le ciel, la fatigue, tout devient flou. Et dans ce flou, quelque chose d'inquiet apparaît dans leurs yeux. La folie commence à guetter. Le temps finit par se dissoudre. Les jours n'ont plus de contours. La lumière se lève, se couche, revient, sans qu'il sache vraiment combien de fois cela s'est produit. Louis regarde son corps et ne le reconnaît plus. Ses bras sont devenus des lignes. Sa peau est brûlée par le soleil. Sa voix une corde trop tendue, prête à se rompre. Il se sent de plus en plus léger, comme si l'océan essayait de l'effacer peu à peu. Phil s'accroche différemment. Pour ne pas sombrer, il parle de souvenirs, de promenades d'enfance, de repas simples, de visages disparus. Parfois il prie, tout doucement, comme si chaque mot pouvait retenir ce qu'il reste de leur humanité. Louis l'écoute en silence. Ce fil de voix fragile est la seule chose qui lui rappelle qu'il existe encore. Un jour, Louis murmure « La ténacité n'est pas une force, c'est une petite lumière qu'on refuse d'éteindre. » Phil approuve d'un signe de tête. C'est tout ce qu'ils peuvent encore s'offrir. Des phrases courtes pour rester vivants. Les tempêtes reviennent. Le vent hurle, renverse le radeau, le plaque contre l'eau comme un jouet. Il glisse, se rattrape, manque de tomber. Chaque vague semble prête à les avaler, mais à chaque fois, le radeau remonte.
Il résiste encore, étonnamment fidèle pour un simple morceau de toile. Entre deux tempêtes, la pluie tombe enfin. Grosse, lourde, généreuse. Ils ouvrent la bouche, tendent les mains, récupèrent chaque goutte comme un trésor. L'eau douce leur redonne quelques heures de force, juste assez pour tenir la journée suivante. Par moments, Louis entend des voix, des mots sans source, un rire, un souvenir lointain. Rien d'inquiétant, juste la fatigue qui joue avec les frontières entre réalité et imagination. Il sait que c'est son esprit qui cherche un refuge, une sortie, n'importe laquelle. Phil, lui, ferme les yeux et dit que c'est normal. C'est la mer qui chuchote, souffle-t-il. Au-delà du 50e jour, il ne cherche même plus à compter. Le temps devient une matière fluide, sans fondation, sans forme. Il flotte dans un entre-deux, où la seule certitude est la prochaine vague. Mais la mer n'a pas dit son dernier mot. Elle prépare encore une surprise. Un matin, alors que la lumière hésite encore à naître, Louis aperçoit quelque chose. Une forme, là-bas, loin, à la limite de l'horizon. Une ombre, longue, étrange. Serait-ce un navire? L'ombre aperçue à l'horizon se rapproche lentement. Phil et Louis n'osent pas y croire. Ils clignent des yeux, cherchent un signe, une certitude. Le doute persiste jusqu'au dernier instant, mais la forme devient nette. C'est bien un navire, un vrai navire. Une coque, un pont, une silhouette humaine. La vision semble irréelle après tant de jours perdus au milieu du vide. Louis sent quelque chose exploser dans sa poitrine. Il croit être sauvé. Phil aussi. Ils lèvent les bras comme ils le peuvent, appellent, agitent des morceaux de toile. Le navire change légèrement de direction. Il se rapproche. Le bruit du moteur couvre celui des vagues. C'est la première fois depuis près de 2 mois qu'ils entendent une machine humaine. Le navire arrive à portée. Puis un détail frappe Louis. Les vêtements, les silhouettes, la langue. Ce n'est pas un navire allié. C'est un navire japonais. Il n'y a pas de cris, pas de violence, pas de gestes brusques. Juste des marins qui les récupèrent, les hissent à bord avec des gestes rapides mais neutres. Ils sont trop faibles pour résister, trop vidés pour protester, trop épuisés pour comprendre ce que cela signifie vraiment. Ils sont vivants. C'est la seule idée qui compte encore dans l'instant. Louis pense alors, parfois, le destin se brise exactement au moment où on croyait l'avoir rattrapé. C'est une pensée froide, mais juste. Commence alors une autre histoire. Une histoire plus silencieuse, moins visible, mais tout aussi éprouvante. Louis et Phil sont envoyés dans plusieurs lieux de détention au fil des mois. Ils traversent des périodes de privation, d'isolement, de conditions dures qui pèsent autant sur l'esprit que sur le corps. Rien de spectaculaire, rien de cinématographique, juste une longue succession d'épreuves qui cherchent à les user. Pendant presque 2 années, ils tiennent grâce à ce qui leur reste, leur dignité, leur amitié, leur volonté de rester vivant envers et contre tout. Louis s'accroche à des fragments de souvenirs, à l'idée qu'il retrouvera un jour un sol familier. Phil s'accroche à la foi. Chacun trouve un appui pour tenir debout, même quand tout semble vouloir les pousser à s'effondrer. La résilience devient une forme de respiration. L'endurance morale remplace la force physique.
la volonté devient leur seule arme. Puis, un jour, sans annonce, sans transition, la lumière revient. La guerre s'achève. Les portes se rouvrent. Louis et Phil sortent enfin, libres, vivants, amaigris, mais debout. Louis rentre chez lui. Il retrouve son pays, sa famille, son nom. Mais lorsqu'il franchit le seuil de sa maison, une question traverse son esprit comme un courant froid. Peut-il encore redevenir lui-même ? Louis rentre chez lui vivant, amaigri, marqué, fragile, mais debout. Son corps semble revenir avant son esprit, comme si une partie de lui flottait encore quelque part sur le Pacifique, entre les vagues, les requins et les souvenirs qui collent à la peau. La maison est la même, les murs, les visages, les voix aussi. Mais lui, non. Revenir n'est pas redevenir. Et Louis le comprend dès la première nuit, lorsqu'il se réveille en sursaut, persuadé que la toile du radeau est encore sous son dos. Alors il recommence tout. Apprendre à marcher sans regarder derrière. Apprendre à respirer sans penser à demain. Apprendre à dormir sans craindre que l'eau se referme. Il avance lentement, mais il avance. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. Comme lorsqu'il courait dans sa jeunesse, le regard tourné vers une ligne d'arrivée invisible. Il confie un jour, la paix intérieure n'est pas un refuge. C'est une victoire qu'on gagne goutte à goutte, souvent après avoir tout perdu. Cette phrase devient sa boussole. Elle l'aide à apprivoiser la nuit, à comprendre ses tremblements, à transformer ses souvenirs en force, plutôt qu'en chaîne. Les années passent. Louis retrouve un équilibre nouveau, pas celui d'avant, mais celui que l'on construit après avoir affronté l'impossible. Il retrouve la foi, la douceur, la lumière. Il retrouve surtout le pouvoir de croire que l'être humain peut renaître, même quand la mer, le ciel et le destin ont tout tenté pour l'éteindre. Il devient conférencier. Il raconte son histoire non pas pour se glorifier, mais pour offrir ce qu'il a compris, que la ténacité peut survivre à la faim, au froid, au désespoir et même à la nuit la plus longue. Son récit inspire des milliers de personnes, puis des millions. Il devient un phare pour ceux qui se sentent perdus. Sa biographie devient un symbole, pas un symbole de guerre, mais un symbole de vie. La preuve que l'esprit humain peut continuer à marcher même lorsque le corps tombe. La preuve qu'une tempête peut briser un bateau, mais révéler un homme. Toi qui écoutes cette histoire, retiens ceci. La survie n'est pas que physique. L'esprit peut transformer la souffrance en lumière. Chaque tempête, aussi violente soit-elle, peut devenir un commencement. Parfois, ce que l'on traverse n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous révéler. Maintenant, ferme les yeux et rappelle-toi que certaines vies prouvent que la ténacité est parfois plus puissante que le destin. Celle de Louis en fait partie.